Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Au cœur de l'environnement. Vous entendez souvent parler du recyclage des déchets plastiques et qu'est-ce que cela voudrait dire? Autour de cette table, nous allons essayer de répondre à cette question avec mes invités qui sont déjà autour de moi sur cette table. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Merci d'avoir honoré de votre présence. C'est un plaisir. Qui êtes-vous concrètement? Donc, je m'appelle Mervin Sedjo, je suis designer de formation et actuellement on travaille avec la SGDS sur l'implémentation de nouvelles poubelles dans la ville et aider Super. les populations à mieux comprendre ce que c'est que le déchet qu'ils n'utilisent pas tous les jours. D'accord. Alors, bienvenue sur Eden TV, bienvenue sur Au cœur de l'environnement. Merci. Alors, je me tourne vers vous. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Très bien, merci. Et chez vous? Ça va. Alors, comment vous appelez? Vous êtes? Moi, c'est monsieur Sauvi Roosevelt. Ouais. Je suis technicien en valorisation des déchets plastiques et je conseille les structures, les organisations et d'autres parties de la population à savoir comment gérer leurs déchets plastiques depuis le dépotoir jusqu'à obtenir un produit final qu'ils peuvent revendre. D'accord, qui peuvent revendre. Voilà. D'accord, nous allons y revenir. Mesdames et messieurs, comme nous en avons déjà l'habitude de le faire, nous allons suivre cet élément. Nous irons à la découverte d'un jeune entrepreneur malien qui transforme les déchets plastiques sous forme de carburant. Nous allons suivre et puis nous allons revenir. La pyrolyse plastique est un procédé de distillation permettant de transformer des déchets plastiques en carburant. Cette méthode thermique de traitement des plastiques est pratiquée à Bamako par Aruna Diallo, un diplômé en informatique à l'université de Paris 8. Un jeune entrepreneur qui s'est inspiré d'ailleurs. Quand je suis rentré, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de déchets plastiques et je me suis dit que c'est un business qui peut être très intéressant. Donc je me suis rappelé d'un ami qui parlait de la transformation des déchets plastiques en fuel, en sa matière d'origine, en gaz et en fuel. Donc je me suis dit, est-ce que je ne vais pas tenter ça ici? Et j'ai vu aussi sur Internet qu'il y a des jeunes Français qui avaient fabriqué la machine. De toute façon, on a fait les mêmes études, donc on est capable de faire la même chose. Donc j'ai fabriqué le mien et ça a marché. Semblable à un moulin à mille, cette machine, véritable fruit de bricolage à l'aide de pièces de récupération, est composée principalement d'une cuve d'eau qui sert de refroidisseur, un foyer à chaleur et un bulleur qui la protège contre l'explosion du gaz. Ainsi, le processus de transformation des déchets plastiques commence avec le chargement des matières premières. Donc on va commencer à charger le plastique. On utilise tout genre de plastique. Tout genre, que ce soit PET, PE, PP, les plastiques d'eau. Après avoir chargé, là, on ferme hermétiquement en fait. Voilà, donc on a chargé le réacteur en fait. On a le buller qu'on a mis de l'eau dedans pour protéger contre les explosions de gaz. Une fois la machine mise en place, un premier produit entre en jeu. Donc le premier produit qui est produit par notre système de pyrolyse, c'est le gaz en fait. Et ce gaz peut être utilisé pour produire de l'électricité et puis pour la cuisine, ou bien pour alimenter notre machine. Après quelques heures de réaction, le produit recherché, c'est-à-dire le carburant ou le fioul, est fin prêt. Oui, après 3 heures de traitement du produit, donc on a du fioul qui est là, qui sort. Voilà. Tout ça, c'est du fioul. Selon l'entrepreneur Diallo, ce produit est certifié par les spécialistes en la matière. Ça a été vérifié, mais pas au Mali. Il y a un technicien de Vivo Énergie qui était venu quand j'ai fait le premier test. Mais il m'avait dit que la quantité qu'on avait fait, c'était un petit test qu'on avait fait. La quantité qu'on avait faite, ce n'était pas trop important, mais que le fioul que je produis est mieux que le fioul vendu à Bamako. Cependant, ce fioul n'est pas tout de suite utilisable pour les moteurs.
il faut au préalable un traitement spécifique. Voilà, après ce fuel-là, on a juste besoin d'un distillateur, mais qui coûte beaucoup plus cher à fabriquer. Et ce distillateur-là nous transforme le fuel en essence, en diesel, en kérosène et en bitume en fait. Par ailleurs, au dire du collaborateur de M. Diallo, ce processus de transformation n'a aucun effet toxique. Bon, comme vous pouvez remarquer, on est là, la machine est juste derrière. Il y a 300 degrés dessous et il n'y a aucun gaz qui est visible ni qu'on peut se ressentir. Donc c'est pour ça qu'on a décidé d'ailleurs d'utiliser ce système-là parce que tout est réutilisé. Il n'y a aucun gaz qui s'échappe, il n'y a aucun déchet qui sort de cette machine. C'est 100% écologique. Il n'y a aucun impact environnemental néfaste. Voilà, retour sur ce plateau. C'est impressionnant. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à propos? Non, par exemple, ce système qu'ils ont utilisé, c'est un système que nous utilisons à l'Evodia. Okay. L'Evodia, c'est la structure pour laquelle je suis le directeur technique, qui a été créée en janvier passé. Donc, la technique de la pyrolyse, c'est une technique qu'on conseille aux gens aussi à l'Evodia, mais c'est en dernier ressort. Ok. Oui, parce que quand nous trions... Donc, vous-même, vous expérimentez tout ce que nous venons de voir oui, là-bas. Oui, Ça se passe également ça au se Bénin. passe au Bénin, au Mali, au Burkina. Mais comme vous l'avez vu, c'est des systèmes précaires. Normalement, pour vraiment respecter certaines normes. Oui, c'est bien ce qu'ils ont fait. Donc, il faut les aider à évoluer. Voilà. Et c'est souvent du fait du manque de moyens que ces jeunes sont bloqués. Ils ont regardé, ils ont expérimenté, ils ont fait sortir un produit. D'accord. Donc, on doit les féliciter d'abord. Merci beaucoup. Mervyn, oui. Moi, je trouve que c'est déjà super intéressant ce qu'ils font, parce que non seulement on a vu qu'ils ont des distillateurs qui les permettent, bon, ils aimeraient avoir des distillateurs qui vont leur permettre de purifier tout cela. Et moi, je pense principalement à l'économie et l'impact que ça pourra avoir, parce que ça a un faible impact par rapport à l'environnement, mais également ça peut avoir un très fort impact sur l'économie, même que ce soit même déjà au Bénin avec les Vedjo qui est déjà en train d'expérimenter cela, mais également au Mali où ça peut vraiment développer l'économie en interne. D'accord, parfait. Alors, M. Roosevelt, quand on parle de recyclage des déchets plastiques, qu'est-ce qu'on veut dire par là concrètement? C'est vrai qu'on vient de voir, selon moi, c'est le fait de transformer les sachets, mais en tant que vous, spécialiste de la question, qu'est-ce que cela voudrait dire? Ok, merci monsieur. Quand on dit recyclage, par exemple, c'est une manière de donner une autre vie, très simple. C'est-à-dire tu prends un objet qui a une première vie. Oui. Quand on prend par exemple une bouteille plastique, donc quand on la fabrique, qui vivait, sa première vie, c'est servi d'eau, servi d'huile, Oui. servi de shampoing, voilà. Oui. Quand on finit de l'utiliser, deuxième utilisation, on met ça dans le marché pour vendre soit de bissap, vendre ça c'est une première réutilisation. Maintenant, l'étape où on ne peut l'utiliser dans le commerce habituel, c'est ça vient au niveau du recyclage, la valorisation. Donc cette valorisation, tu peux la faire en matière ou en produit. D'accord, parfait. Mervyn? Oui. En ajoutant principalement par rapport à ça, de toute façon, on fait énormément de recyclage déjà. C'est que, comme il a dit, on utilise 2 fois, 3 fois, 4 fois le produit. Et c'est après maintenant qu'il est en fin de vie qu'on peut même reprendre maintenant ce produit-là et le réutiliser encore dans un nouveau cycle. Parfois, ça peut nous permettre de le transformer parfois en granulé, qui va amener ces granulés-là à être transformés en chaises, en bâches, en plein d'éléments. Et voilà. Alors, mais pendant qu'on y est, dites-moi, où est-ce que vous trouvez ces déchets concrètement? On peut les trouver un peu partout, hein. Déjà dans les produits du quotidien, genre beaucoup de personnes l'utilisent, mais également au niveau des structures, des ONG qui sont spécialisées dans ce domaine. Et là, vous les collectez? Oui, on les collecte principalement, mais je pense que M. Levedjo a plus amène à répondre à cette question-là par rapport aux collectes de ces déchets-là. D'accord. Vous êtes d'accord, Roosevelt? Donc, il y a des agents collecteurs. Mais est-ce que la collecte n'est pas facile, n'est pas chose difficile, j'allais dire? Oui, ici au Bénin, par exemple, la collecte se fait par la Société de gestion des déchets la SGDS. Voilà. Donc, c'est eux que l'État a commis. Avant cela, c'était des particuliers qui sous-traitaient avec d'autres types de particuliers. Maintenant, la structure est venue, elle a pris le marché, mais elle sous-traite avec d'autres qui ont des points de regroupement déjà. Donc, de ces points de regroupement,
ils viennent faire le tri et le processus suit. D'accord. Mervyn, dites-moi, qui peut se lancer dans le recyclage des déchets plastiques? Est-ce que je peux choisir délibérément, volontairement, de me lancer dans ce business, par exemple? Bon, ce qu'on a eu comme information, après avoir fait plusieurs recherches, on a remarqué que ce n'est pas encore vraiment bien réglementé. Donc, la plupart, tout le monde peut se lever et peut se mettre à recycler. À recycler, à collecter les déchets. Et à trouver des circuits pour vendre. Mais c'est un peu plus complexe que ça, parce qu'il faut déjà trouver les revendeurs, il faut déjà trouver des revendeurs, des personnes qui sont prêtes à prendre ce plastique-là, à les transformer et à les réinjecter dans le circuit. Donc principalement, il n'y a pas vraiment de tests de loi qui sont encore bien établis pour cela, mais c'est vrai que c'est en train d'être pensé, c'est en train d'être modélé. Je sais qu'au niveau de la SGDS, il y a un très grand travail qui est en train d'être fait pour aider des personnes qui ont envie de donner une nouvelle vie aux déchets, de les accompagner et de les aider pour cela. Roosevelt, dites-moi, vous êtes de pied ferme dans cette affaire-là. Dites-moi, est-ce que c'est pas chose difficile? Est-ce que ça ne demande pas beaucoup de moyens, le recyclage des déchets plastiques? Bon, d'abord le matériel, le personnel et tout. Est-ce que ça ne vous prend pas aussi beaucoup de temps avant de transformer ces déchets plastiques? Ok, comme vous avez posé comme question, tout le monde peut se lancer. En fait, le recyclage, c'est une chaîne. Depuis la pré-collecte, la collecte, le tri, la catégorisation, la première destination vers le réemploi. Après ça, ça viendra au niveau des entreprises qui vont lui donner une autre valeur après cette première valeur ajoutée dans le commerce naturel. Et à part ça, maintenant, ça va au niveau des industriels. Donc, c'est une chaîne. Tout le monde peut le faire comme tout le monde peut le faire, mais c'est à certaines échelles. Une première catégorie ira faire la collecte, la pré-collecte, voilà, et reviendra remettre quelque part. Une autre chaîne va prendre par là, faire la première utilisation dans le commerce conventionnel. Eux vont laisser, une autre chaîne viendra prendre maintenant pour aller vers l'industriel. Mais c'est long tout ça, hein? Le processus est très long. Oui, en fait, c'est une chaîne. Ça fait et ça se referme. Et nous tous, on est impliqués. Depuis notre maison jusqu'à l'industrie. Mervyn, c'est énorme, ça prend du temps tout ça. Oui, vraiment beaucoup de temps, comme on vient de dire. Mais c'est vrai que généralement, on parle de... Bon, dans mon domaine, on parle de design circulaire, c'est juste prendre le produit qu'on utilise et voir qu'après, il y a plusieurs particuliers, personnes qui vont travailler après d'aller dans les industries, plusieurs main-d'œuvre qui vont venir mettre la main à la pâte pour essayer de remettre ce produit-là sur le circuit. Mais qui sont ceux-là qui travaillent? Est-ce que c'est des experts? Vous faites appel souvent, vous impliquez des experts ou bien juste n'importe qui? Je pense principalement c'est des passionnés. C'est des passionnés qui ont vraiment... Il faut d'abord aimer la chose. Exactement. Mais c'est vrai que le déchet n'a pas une très belle vue ici, en Afrique, bon, au Bénin principalement aussi. Le déchet n'a pas vraiment encore une très belle vue. Donc généralement, c'est déjà les personnes qui sont passionnées par cela, qui ont envie d'aider la planète et d'aider notre quotidien. Et l'environnement, l'assainissement de l'environnement. Alors, dites-moi, M. Roosevelt, nous constatons qu'on transforme ces déchets sous forme de sacs, de carburant. Dites-moi quels sont les autres objets, quelles sont les autres transformations, quelles sont les autres vies que l'on peut donner à ces déchets plastiques. Ok, ces déchets plastiques, nous les transformons en plusieurs types de produits. D'autres prennent les sachets, par exemple. Vous, par exemple, je crois, vous les faites sous forme de planches et autres. Oui, non, je crois. Moi, spécialement au niveau de l'Evordor, nous faisons des pavés, des briques, des planches plastiques qu'on peut superposer sur des châssis métalliques pour faire des bancs d'école comme des bancs de place publique. On va faire de plus désir. Allez juste et dites-moi ce que vous faites concrètement. En fait, vous les transformez sous forme de quoi? En pot de fleurs, en pavé, en tabac. Et on peut les transformer en biocarburant comme vous avez vu. D'accord. Et les transformer en granulés. En table-banc, hein? Oui, bon? Oui, on coule des planches et les planches, on les fixe. Et c'est résistant? Et, en tout cas, beaucoup l'ont essayé déjà dans plusieurs pays. Moi, je l'ai essayé au Bénin, je l'ai essayé au Burkina et dans d'autres
pays aussi. D'accord. Mervyn, grâce aux déchets plastiques, qu'est-ce qu'on peut en faire? Comment est-ce qu'on peut les transformer? Il y a énormément d'innovations qu'on peut apporter dedans, comme déjà dans le quotidien, dans les chaises, les tables, même des lustres, beaucoup d'éléments. Beaucoup de personnes utilisent également des déchets plastiques dans le DIY. Donc, c'est des pratiques qu'on fait soi-même à la maison, où on découvre les objets pour les redonner vie. Et également, on peut l'utiliser également dans le domaine de l'art. Okay. Parce que également, on ne met pas ça vraiment en avant, mais après ces déchets qui sont utilisés, on peut les réinjecter dans le domaine de l'art pour essayer de créer, apporter une plus-value et même transmettre des informations à travers les déchets qui sont produits. Donc, le déchet peut être utilisé dans énormément de domaines, mais il faut vraiment aller à la source, expliquer comment on peut le faire et aider les personnes à mieux l'utiliser. D'accord. Toujours avec vous, avant de venir à Roosevelt, est-ce qu'au cours de la transformation, au cours du recyclage, l'on ne crée pas encore d'autres problèmes pour l'environnement? Forcément. Grâce aux machines que vous utilisez, grâce aux différentes techniques que vous mettez en place, est-ce que l'environnement n'est pas d'une manière ou d'une autre un peu déséquilibré? Est-ce qu'il est déséquilibré? Déjà, avec les déchets et les productions qui sont déjà faites, il est déjà grandement déséquilibré. Oui. Donc, et déjà, par rapport au recyclage, forcément, il y a le transport de ces déchets-là qui a forcément un impact par rapport à l'environnement. Mais l'impact est moindre si on doit le recycler et le réinjecter. Parce que quel est vraiment le processus d'un déchet? C'est qu'on le prend, on le ramène dans un centre, après on le ramène dans les centres de regroupement, après le regroupement il part au niveau des enfusages, et quand on fait les enfusages, c'est fini, c'est parti pour la pollution de la terre. Or l'objectif c'est vraiment de briser cela et de les ramener maintenant dans le circuit humain. Donc vraiment, c'est vrai qu'il y a forcément un impact, toute chose a un impact, mais l'impact est énormément moindre par rapport à l'enfusage des déchets. D'accord. Alors, je vous repose la même question. Est-ce que cela n'aurait pas d'impact d'une manière ou d'une autre sur l'environnement? Le processus de transformation et tout. Ok. Et disons la vérité, tout type de processus a d'inconvénients. Par exemple, au début, moi, je n'avais pas de système hermétiquement fermé. Maintenant, je fabrique mes propres systèmes hermétiquement fermés. Donc, au jour le jour, il y a des améliorations. Voilà. On a commencé très bas. Mais aujourd'hui, on est à un niveau où nous-mêmes, on peut concevoir, on peut conseiller, on peut aller chercher sur d'autres marchés des types de machines appropriées à notre contexte africain. D'accord. Il ne faut pas copier. Donc la phase expérimentale est terminée? Oui, 13 ans, 15 ans, 20 ans, non. On a déjà connu un peu, quoi, donc on sait où aller. D'accord. Nous allons souffler un peu, nous allons également suivre un autre élément. Ici, cette fois-ci, il s'agit d'une brave dame qui également transforme les déchets plastiques sous une forme que je vous laisse découvrir. Première lueur du jour, Maria Mohamed Keïta rejoint sa petite unité industrielle implantée à quelques encablures de son habitation. C'est un jour très chargé qui s'annonce pour elle. La jeune entrepreneur doit boucler des commandes pour des clients. Ces pavés sont très particuliers et uniques. Ils sont fabriqués à base de déchets plastiques mélangés avec du sable. En début d'année 2023, Mariam reçoit un énorme coup de pouce du programme des Nations Unies pour le développement en réceptionnant sur un prêt remboursable cette petite unité moderne de transformation de tout type de déchets plastiques, ce qui renforce sa capacité et la solidité de ses productions. Désormais, tout se fait à la machine, du subtil mélangé avec du sable et plastique pour transformation finale. Après le mélange, on fait le pesage. Après le pesage, on fait le mélange. Et voilà.
Cet homme a pu succéder à une renommée déjà bien construite localement. Mariam a collectionné des prix. D'abord au Salon des entrepreneurs de Guinée en 2018, ensuite au Ghana où elle est classée 3e meilleure femme entrepreneur africaine par Shiba. Mais les choses n'ont pas été tout de suite faciles pour la diplômée en économie et gestion de l'université guinéenne. Mariam s'est vue refuser plusieurs fois, même les simples stages dans les organisations avant que l'idée de transformer les déchets plastiques qui polluent Conakry lui traverse la tête. Et c'est en 2017, j'ai eu l'idée, voilà. Et c'est après mes études en gestion informatique et comptable. Bon, la recherche de mon premier emploi m'a amené à visiter bon nombre de rues de Conakry. C'est dans cette visite maintenant que j'ai vraiment... Et je me suis rendu compte de l'abandon des déchets plastiques dans la nature de Conakry. Et je me suis dit, est-ce que je peux faire quelque chose pour éradiquer vraiment l'abandon de ces déchets plastiques? Est-ce que je peux apporter une solution à ce niveau? Et voilà, c'est en répondant, en cherchant la réponse de toutes ces questions que là, j'ai commencé vraiment à réfléchir, à analyser qu'est-ce que je peux faire de ces déchets plastiques. Voilà, vu que l'environnement n'est pas protégé avec ces déchets plastiques, tout est sale, les caniveaux sont bouchés, voilà, et on doit forcément aussi lutter contre le changement climatique. Je me suis dit, est-ce que réellement je peux apporter une aide à ce niveau, et moi-même. Et voilà, c'est en répondant que j'ai commencé à ramasser. Et pour la première fois, j'ai commencé à ramasser et voilà, j'ai utilisé ma petite marmite à la maison et j'ai fondu ces plastiques. J'ai vu réellement que je peux faire quelque chose avec ces déchets plastiques. C'est après l'analyse et l'aide de beaucoup de personnes et j'ai parvenu vraiment à trouver un produit qui est le pavé. En 2018 maintenant, il y a une formation, il y a le PNUD qui a financé les jeunes qui ont participé à l'éradication d'Ebola. Maintenant, ce financement était d'encourager les jeunes de venir présenter des idées. Et ces idées-ci, ce sont les meilleures idées. On peut vraiment les financer pour les apporter des aides. Et moi, c'est à travers cette opportunité que nous avons suivi des formations. Cette formation nous a dit que l'entrepreneuriat, c'est de tirer une opportunité dans une frustration. Vu que moi, j'avais déjà une frustration en moi, qui était l'abandon des déchets plastiques dans la nature, dans les caniveaux. Et voilà, je me suis dit, pourquoi ne pas? C'est une opportunité que je dois vraiment saisir. Vu que vraiment j'ai une grande opportunité et une grande frustration, je dois exposer cette frustration pour trouver une solution à ce niveau. Alors, retour sur ce plateau, je suis à vous, Mervyn. Quelles sont déjà vos impressions voyant la dame? C'est super intéressant de voir déjà que les déchets sont réutilisés. Ouais. Parce qu'on voit qu'on peut déjà créer des blocs, ouais. Et des blocs qui peuvent être utilisés dans la construction, dans le bâtiment en général. Et là, elle transforme ça sous forme de pavé. Hein. Oui. C'est beaucoup d'argent. C'est énormément d'argent. Elle doit être milliardaire. Bon, est-ce que c'est vraiment milliardaire, mais ça va dépendre des marchés qui sont derrière et tout ça, des petits détails. Mais ça va aussi dépendre du nombre de déchets qu'elle pourra récolter. D'accord. Roosevelt, quelles sont vos impressions? Oui, Mariam, moi, elle est connue sur le projet Plastique Odyssée parce que j'étais sur Dakar. Ah d'accord, vous la connaissez? Oui, j'étais sur Dakar quand ils sont partis faire l'ouverture de la structure en Guinée. D'accord. Donc, je la connais déjà lors des formations. Okay. Et donc, on se connaît sur les réseaux aussi. Okay. Donc, par exemple, Mariam, c'est une personne parce qu'elle était dans autre chose. Ok. Et elle a osé. Parce qu'elle peut s'occuper de ça du point de dire non, je ne veux pas me salir les mains, tout ça, mais elle a osé. Parce que le secteur est juteux. Comme vous confirmez, non? Non, est-ce qu'on peut parler de juteux? Mais il faut une souffrance avant d'aller au miel. D'accord. Oui, il faut que tu vas te faire piquer. D'accord. Mais aujourd'hui, on constate que tout le monde se lance dans le recyclage. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est... Tout le monde, dans tous les quartiers. On appelle ça la mode. Ce que tu fais, l'autre ne sait pas comment Dieu est venu là, mais il se lance aussi dedans. Mais à la fin, on connaît ceux qui sont dedans vraiment. Alors, Mervyn, dites-moi, comment recycler? Est-ce qu'il faut utiliser tout type de déchets? C'est-à-dire, quand on collecte, est-ce que c'est tout ce qu'on collecte qu'il faut utiliser ou bien il faut
il faut cibler, il faut trier? Ça va dépendre du type de plastique que vous voulez et de la finalité que vous recherchez. Donc il y a beaucoup de types de plastique, on n'a pas besoin de tous les citer. On peut parler du polypropylène ou du polypropylène. C'est surtout ceux qui, c'est les polypropylènes qui sont prisés, c'est ça? Oui, on va parler de polypropylène, on va parler de PP, de PET, c'est juste des petits trucs. Généralement, le PET, c'est les bouteilles de post-automate qu'on utilise tous les jours. Et parfois, on peut bien utiliser ces éléments-là pour les transformer et les utiliser. Mais le plus recherché, par exemple, dans le domaine de l'industrie, ça serait les PP. Donc, ça serait les plastiques un peu plus renforcés, les plastiques durs, qui seront utilisés pour faire les chaises et les granulés. Donc, ça va dépendre vraiment de la particularité du plastique que vous recherchez avant même de le réaliser. Et de ce qu'on veut transformer, ce qu'on veut en faire. Alors, vous êtes d'avis, quels sont les types de déchets qu'on peut utiliser? Est-ce que c'est tous les déchets qu'on peut utiliser? Oui, comme M. Mervy vient de dire. En fait, en réalité, quand tu es dans le domaine, on peut utiliser presque tous les déchets. J'ai bien dit presque. Mais dans différents types de systèmes. D'accord. Quand je veux réaliser tel, je sais quel type de déchets mettre. Donc, si je veux utiliser du pavé, je sais quel type sélectionner pour que mon produit final soit homogène. Si je veux faire des briques, tu sais comment faire. Même au niveau du pavé, il faut le dosage piéton, le dosage routier. Des planches comme vous? Des planches aussi. Pour les planches, j'utilise un type de plastique. D'accord. Lesquels? Et on peut vous utilisez les plastiques FIFA et autres? Non, je n'utilise pas par exemple les PET. D'accord. Mais j'utilise un type de plastique qui s'appelle polyéthylène haute densité. Ça, c'est beaucoup plus scientifique. Oui, scientifique, au fait, c'est des rejets de certains types de plastique. D'accord. Oui, donc ça, je peux l'utiliser. Et vous utilisez les sachets, vous? Les sachets, je l'utilise aussi dans plusieurs conditions et il y a plusieurs manières de les utiliser. Soit tu ajoutes certains types de matières pour leur donner plus d'élasticité, pour résister mieux à la compression, à ce type de résistance mécanique. Et les sachets de Pure Water? Non, les sachets de Pure Water et sachets plastiques, au fait, ils sont de la même famille. C'est juste l'utilisation et la densité qui diffèrent. Voilà. D'accord. Alors, nous sommes déjà presque à la fin de cette émission. Marvin, dites-moi, quelles sont les solutions que vous pouvez donner à nos téléspectateurs afin de lutter contre les sachets plastiques que nous voyons un peu partout et qui polluent l'environnement? Les sachets plastiques, en premier. Moi, je pense qu'il faut déjà s'éduquer soi-même. Tout commence à la maison. On sait que c'est un fléau de partout. Même quand on conduit, on sort, on voit la ville est complètement sale. On voit beaucoup de sachets plastiques partout. Et je pense qu'il faut déjà prendre conscience de cet impact-là. Et ce qui serait bien, c'est déjà de commencer déjà à la maison d'utiliser des sacs en papier. Bon, ça peut être du papier, ça peut être des tissus, ça peut être des sacs biodégradables. Biodégradables déjà. Et également des sacs en laine, des sacs qu'on peut réutiliser à plusieurs fois. Pour éviter déjà qu'on sort d'acheter, de prendre beaucoup de sachets. Déjà, c'est une formation à la maison que les parents doivent donner à leurs enfants. Juste, quand tu peux acheter maintenant, que ça soit légal. Mais une question, si on réussit la lutte, où est-ce que nous allons trouver les sachets pour les recycler? Est-ce qu'après, on aura vraiment besoin encore de ça? Parce qu'actuellement, ça... Roosevelt, si l'on réussit le challenge de lutter contre les sachets plastiques, où est-ce que nous allons trouver les sachets? Et est-ce que vous allez toujours continuer de trouver les sachets pour transformer, pour faire les planches? En réalité, on ne lutte pas contre les sachets, mais on lutte contre l'utilisation des objets en plastique. D'accord. Ce n'est pas forcément les sachets seuls. On lutte contre l'utilisation des plastiques sous toutes les formes. Maintenant, l'éducation, comme M. Mervy, ça vient de la maison d'abord. Quand vous ne réussissez pas au niveau de la maison, vous avez échoué. Donc, l'éducation va commencer par la maison. Les écoles primaires, même les garderies, c'est de là. Quand on réussit là, on ira au sommet. Mais quand on commence par le sommet, on ne va jamais arriver là. Et c'est même une idée que la SGDS a eue, parce qu'ils ont lancé le programme de PIMS,
qu'ils font régulièrement dans les écoles et qui forment les enfants à savoir comment les déchets doivent être... Ah d'accord, on les éduque déjà à la base. C'est un programme qui est déjà lancé par la LDDS qui est étudié dans plusieurs écoles de la place. Oui. D'accord, d'accord. Et ça existe depuis quand? Parce que c'est la première fois que j'entends parler de ça. Donc par rapport à l'information que moi je sais, c'est que ça a commencé depuis, c'est très récent, ça a commencé il y a quelques mois. Ah mais c'est intéressant. Oui. Allez, courage à vous. Nous allons faire un dernier tour de table. Roosevelt, votre mot pour clore cette émission. Nous avons parlé du recyclage des déchets plastiques. Est-ce que vous avez des conseils à donner à vos collègues, vos amis et tous ceux qui font le recyclage? Bon, ce que moi je peux dire, au niveau de notre structure, les Vodjors, nous conseillons les gens, les structures, les ONG, tout le monde à comment d'abord à sensibiliser, à former, à changer de comportement. Après cela, nous venons à la solution industrielle. C'est-à-dire depuis le tri, la collecte jusqu'au produit fini. Les différents types de produits, comment les avoir, les machines, tout, nous, c'est notre domaine d'intervention. Et nous appuyons aussi la Société Générale des Déchets. Nous sommes avec M. Mervyn au niveau du SCOP. Et en tout cas, tous ceux qui sont dans les déchets et sont appelés à être avec nous. Parce que c'est 15 ans, 40 ans d'expérience. Moi et les autres collègues de la structure. Donc, et nous sommes ouverts à tout type de partenariat et on n'est pas fermé à quelqu'un. Merci. Super. Alors, Mervyn, je vous donne la parole pour finir cette émission. Moi, je pense que ce serait intéressant que les familles, comme on vient de parler, prennent conscience déjà de l'impact des déchets, surtout pas seulement des déchets plastiques, des déchets des sachets, mais vraiment des déchets plastiques. Déjà de penser à comment les réutiliser déjà à la maison. Et comme ça va aider, ça va permettre également d'aider les structures qui font le tri de ces déchets-là. Même déjà dans vos poubelles, sachez déjà pouvoir mettre tout ce qui est organique à part et également mettre tout ce qui est plastique à part. C'est vrai que c'est un petit travail en plus. Un petit travail qui demande beaucoup d'efforts. Hein? Mais ça peut aider énormément, non seulement votre famille, mais également le pays en général. Donc, c'est vraiment une action qu'il faut faire. Et moi, en tant que designer, nous travaillons pour ça, pour les aider à pouvoir faire cela. Et la LGDS également, dans un programme qui sera bientôt lancé, va les permettre également de faciliter ce tri-là pour que les déchets qu'on pourra utiliser après dans l'industrie pourra être mieux utilisé et pourra changer votre vie également. Parce que tout ce cycle-là va revenir dans votre maison pour que vous réutilisez, pour embellir vos maisons, pour que vous faites plusieurs choses. Donc, c'est une mine d'or vos poubelles, sans que vous le sachiez. Une mine d'or. Hein? Oui, une mine d'or. D'accord. Merci beaucoup à vous. Merci pour votre présence, Mervyn. Merci à vous, Roosevelt. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci. J'espère que vous serez également avec vous la prochaine fois. À toi, le plaisir partagé. Appelez-moi, je suis là. C'est confirmé? Ah oui, c'est un grand plaisir. D'accord, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs, au Code de l'environnement Stop et Fin. Merci à toute l'équipe de la réalisation, Dr Boris, Emmanuel, Martin Tornisset et tous ceux qui m'ont aidé à vous présenter cette émission. On se retrouve à très bientôt pour un autre numéro d'Au Cœur de l'environnement.